Bonsoir, Mesdames, Messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à Sport Express en compagnie de mon co-animateur Alex Baudouin. Salut, Alex, comment ça va? Belle victoire des Pats en fin de semaine, Alex? Oui, comme vous pouvez voir, Alex a eu un empêchement. Sa fille qui s'inscrit au sport-études, il y avait des tests à aller passer. Alors, on a accompagné la petite fille à l'école. Alors, grosse émission cette semaine. Robert Legault en première partie et en deuxième partie, Yohan Lennes, un de nos combattants. Bienvenue à Sport Express. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'aller rejoindre un ami à moi depuis longtemps. On s'est côtoyés dans le temps de la Ligue nord-américaine de hockey. On revient aux années 2006-2007, alors qu'il était relationniste pour le Saint-François de Sherbrooke, alors que j'étais relationniste pour l'équipe de Saint-Jean. C'est mon ami Robert Bob Legault que je vais rejoindre du côté de Sherbrooke. Salut, Bob! Salut, comment ça va? Moi, ça va bien. Toi, de ton côté, là, vous venez de tomber en zone rouge du côté des cantons de l'Est? Oui, exactement. Nous étions les Gaulois de la COVID, mais là, on s'en vient vous rejoindre donc dès mercredi soir en ce qui a trait aux restaurants, les bars, etc. Et pour les activités sportives et culturelles, etc., ça va entrer en vigueur vendredi à minuit 1 minute. Donc, oui, on s'en vient rejoindre la majeure partie du Québec. Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Bob, parle-nous un petit peu où est rendu Bob Legault. Ça fait déjà quelques années qu'on ne s'est pas parlé. Habituellement, Sport Express, on te parlait même quelques fois par année, mais là, écoute, la vie va vite et ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé. T'es rendu où, Bob? Tu travailles pour quelle équipe, pour quelle ligue? Parce qu'habituellement, tu es toujours le relationniste d'environ 4-5 équipes dans toutes ligues confondues, baseball, hockey. Parle-nous un peu où tu es rendu, Bob. Bien, ça n'a pas changé. Je suis toujours avec les cantonniers de Magog, bien qu'on soit pratiquement arrêté. Les derniers entraînements ont lieu au moment où on se parle aujourd'hui, parce que par la suite, il y aura l'histoire de zone rouge. Aussi, je suis avec le Wild de Windsor dans la Ligue régionale de hockey et aussi avec les formations de Bécancour et de Civil dans la Ligue de hockey senior 3 du Québec, sans oublier au baseball avec les Expos de Sherbrooke et les Blue Sox de Thetford Mines dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Et aussi, je suis un des fiers membres des Aigles de Trois-Rivières. Maintenant, la Frontier League. Oui, c'est vrai. Hey, Bob, parle-nous un petit peu de la dernière saison de baseball, de la Ligue de baseball majeure du Québec. On a la chance d'avoir les Pirates Maçonnerie Pro Conseil ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui malheureusement ne se sont pas rendus aux grands honneurs cette année. Par contre, on a un Joannais, Carl Gélina, qui a participé à la finale, qui a très bien paru. Parle-nous un petit peu de la saison. Comment ça a été au niveau du baseball, malgré la COVID qui a commencé au mois de mars? Comment ça a été? Écoutez, ça a très bien commencé. Il a fallu faire une pause, par contre, mettre un peu de pression parce qu'à un moment donné, c'était un peu n'importe quoi les normes qu'il voulait mettre. Donc, il y a eu une pression qui a été faite par Baseball Québec, la Ligue de baseball majeure du Québec, les municipalités. Le maire de Sherbrooke, Steve Lucie, a été très actif notamment. Donc, on a pu reprendre nos activités quelques jours plus tard. C'est l'année du Cactus de Victoriaville. Écoute, le Cactus me faisait penser aux Blue Sox de Thetford Mines il y a quelques années. Personnel de lanceurs dominants, des joueurs de position excellents et du bâton lorsqu'il en fallait. Donc, chapeau à Victoriaville. Et Shawinigan, qui était l'autre équipe finaliste, c'est pas mal l'équipe de Matthew Rush, mais quoi qu'il y avait également David Lowe et Steve Brown qui arrivaient, eux, de la Ligue Can-Am. Là, Shawinigan a une lourde perte encaissée. Matthew Rush qui s'en va avec les Aigles de Trois-Rivières comme gérant d'équipe. Ce sera très, très difficile de le remplacer. Déjà que Shawinigan, ça leur prenait au moins un ou deux autres lanceurs pour appuyer Matthew Rush parce que c'est pas Superman quand même, là. Hey Bob, je veux que tu me parles un peu de l'impact de la venue d'un Carl Gélina dans la Ligue cette année, qui a connu des séries incroyables. Toi qui suis le baseball depuis longtemps, tu sais, moi, je ne connais pas assez ça, mais est-ce que Carl, même malgré son âge, parce qu'il vieillit, avait vraiment une coche en haut des autres joueurs dans cette Ligue-là au niveau des lanceurs?
définitivement. Écoute, Carl Gélina est encore dans la fleur de l'âge, on va dire de cette façon-là. Il me faisait penser carrément à Michel Simard avec les Blue Sox de Thetford Mines il y a quelques années. Michel qui est toujours dominant aujourd'hui, mais Michel Simard était au même niveau que Carl Gélina peut l'être cette année. Donc, non, c'est une très belle acquisition. On verra ce qui va se passer l'an prochain pour le baseball de la Ligue Frontier. Parce que s'il n'y a pas d'activité, c'est clair que Carl Gélina va vouloir tourner vivre un autre bel été à Victoriaville. Absolument. Bob, on va passer du baseball, on va s'en aller vers le hockey. Première ligue qu'on va parler. On a parlé à Joël Perreault au niveau du midget 3A qui coach sur la Rive-Nord de Montréal. Comment ça se passe, vous autres, du côté de Magog, là, étant donné que vous étiez encore en zone orange jusqu'à récemment? J'imagine que les joueurs pouvaient pratiquer. Est-ce qu'il y avait des matchs quand même? Comment ça se passe du côté du midget 3A? Bien, chez nous, on aurait pu jouer les cantonniers face à différentes formations de la région parce qu'il y avait possibilité de pouvoir jouer contre des équipes junior 3 ou collégiales ou même le midget espoir. Ça a été un choix un peu d'organisation chez les cantonniers parce qu'on ne voulait pas envoyer, par exemple, des joueurs de 15-16 ans face à des juniors 3A. Ouais. On comprend qu'il y a quand même une bonne différence d'âge. Bref, il y a eu des matchs, beaucoup de matchs intra-équipes qui ont été disputés au cours des dernières semaines. Donc, cette semaine, on en profite parce qu'après, à compter de vendredi, minuit, 1 minute, il pourra toujours y avoir des pratiques chez les cantonniers, mais on va y aller beaucoup avec les habiletés individuelles, comme c'est prévu pour les programmes sport-études. Parle-nous un petit peu du moral des joueurs. Ça a l'air de quoi du côté des joueurs? Premièrement, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, là, vous venez de tomber justement en zone rouge, mais tu sais, la pandémie, il y en a que c'est leur dernière année midget 3A, il y en a qui commencent midget 3A qui ne peuvent pas commencer. Ça ressemble à quoi au niveau du moral des troupes? C'est sûr que c'est difficile parce que quand même, les années midget 3, tu n'as pas beaucoup de chance pour faire une bonne impression et tu veux espérer gravir les échelons du hockey, monter dans le junior majeur, peut-être en aller au niveau collégial. Je ne connais pas les intentions des joueurs, des cantonniers ou des autres à travers la Ligue, mais c'est clair que ces jeunes-là ont une chance de se faire valoir. Et là, malheureusement, avec ce qu'on vit là, il n'y a rien qui se passe. Les gens pouvaient regarder seulement les matchs via le web ou en tout début de saison, lorsqu'on jouait des matchs hors concours, on pouvait avoir un peu de spectateurs. Mais là, présentement, c'était carrément à huis clos notre affaire. Là, est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu de qu'est-ce qui pourrait se passer pour l'avenir? Avez-vous des cues un peu? Je sais que dans votre coin, vous êtes très près de la ministre Isabelle Charest, qui est la ministre des Sports, qui est en Estrie. Avez-vous eu des indications un peu pour la suite? Bien, nous, ce qui arrive, on fonctionne carrément avec les cantonniers, avec le retour au jeu de Hockey Québec. Donc, on est encore à la phase 5 officiellement au moment où on se parle, au moment où on entre en zone rouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? C'est clair que tant et aussi longtemps que Hockey Québec ne détermine pas un retour au jeu pratiquement complet, à la phase 6, c'est clair qu'on va demeurer dans ce qu'on est présentement et on va devoir se contenter de jouer des matchs dans notre région contre, on n'a pas d'équipe midget 3A, contrairement peut-être à la région de la Montérégie, où est-ce qu'il y a quand même le Collège Charlemagne, les Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui peuvent s'affronter, même les Jonatiers de Châteauguay. Ouais. Donc, on est pas mal seul dans le point. Au niveau du junior majeur, je sais que tu n'es pas impliqué avec le Phoenix de Sherbrooke, mais je vais quand même te lancer un peu. As-tu des échos un peu? Je sais que tu travailles avec Jocelyn Thibault. As-tu des échos un peu au niveau de la Ligue junior majeure du Québec? On dirait qu'on entend toutes sortes de choses, peut-être une bulle au centre Vidéotron. Est-ce qu'on a des échos? La bulle est confirmée. Okay. La bulle est confirmée, oui. La bulle est confirmée au centre Vidéotron. Par contre, le Phoenix, malheureusement, ne pourra pas y participer parce que je ne connais pas tous les détails techniques. Il y avait une question de quarantaine, me semble, avant la tenue de l'événement. Et là, on tombe en zone rouge cette semaine. Donc, c'est dommage. Le Phoenix, déjà, qui avait été en repos forcé, à quelques cas de COVID dans l'équipe. Donc, on va voir pour la suite des choses. Mais là, pour le moment, il y aura les équipes qui étaient en zone rouge, à l'exception de Sherbrooke, qui vont s'affronter au centre Vidéotron pour 6 parties au total, qui vont compter au classement. Et ça va se dérouler sur une période de 10 jours au centre Vidéotron. Parfait. On va passer un petit peu du côté de la Ligue senior. Les Ligues seniors au Québec, je voyais des entrevues de différents coachs, entre autres Dean, qu'on connaît bien, que ça commençait à parler de peut-être, OK, on pourrait peut-être reprendre qu'il n'y ait pas de combat dans des Ligues seniors. Des fois,
On s'entend, des fois, ça ne va pas ensemble, pas de combat dans les ligues seniors. As-tu des échos par rapport à ça? Est-ce que le jeu pourrait recommencer même sans combat? Bien, ce qu'il faut dire au niveau du hockey senior, beaucoup de municipalités fonctionnent avec les règlements de Hockey Québec. Donc, tant et aussi longtemps que Hockey Québec n'ira pas à la phase 6 de ses activités, c'est clair que le hockey senior ne pourra pas reprendre proprement dit. Et d'autres points qu'il va falloir surveiller aussi, c'est que dans certaines municipalités, qu'on soit en phase 5 ou 6, certaines municipalités n'ont pas l'intention de donner du lousse, si je peux prendre cette expression-là, en matière de mesures sanitaires, nombre de joueurs dans les vestiaires, etc., etc. On ne se cachera pas, une équipe senior, habituellement, un match de hockey senior, ça prend un minimum de 4 vestiaires, 2 pour l'équipe locale, 2 pour l'équipe visiteur. Et dans certains arénas, on s'entendra, certains arénas au niveau de senior 3 et même la Ligue régionale de hockey, il y a des arénas très, très, très vétustes. Alors, un bon point technique qu'il va falloir vérifier, mais personnellement, je ne m'attends pas à rien avant la fin janvier, début février. Et ça, si on viendrait qu'à aplatir la courbe, si je peux prendre l'expression connue. Absolument. Dans le fond, on s'attend à rien. Tu penses que même si peut-être les règlements étaient assoupis un peu, on pourrait peut-être jouer au hockey. Penses-tu que les dirigeants de la Ligue Senior 3A prendraient le risque de partir une saison peut-être au mois de février? Ben, peut-être, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas longue parce qu'il ne faut aussi pas oublier un autre point. Plusieurs petites municipalités défont leur glace tôt en avril. Dès que le hockey mineur est fini, patinage artistique, etc., les ligues de garage, plusieurs petites municipalités enlèvent leur glace. Il y a même certaines municipalités présentement qui ont défait leur glace. Je pense entre autres dans la Ligue régionale de hockey à Saint-Pierre-les-Piquets, qui ont décidé de fermer l'aréna. Ce n'est pas rentable du tout. Donc, on verra pour d'autres municipalités. Bob, as-tu entendu parler un peu de notre fameuse Ligue nord-américaine de hockey? On le sait que nous, on se sentait un peu interpellés du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que le conseil de ville avait voté pour la possibilité d'avoir une équipe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, avec la COVID, oui, le projet a tombé à l'eau, mais il ne s'est rien passé du côté de la Ligue nord-américaine. Je sais qu'il y avait eu des demandes de subventions qui avaient été faites au niveau du gouvernement. Ça a été refusé. Peux-tu nous éclairer un peu par rapport à la LNAH, si tu as d'informations? Exactement. La NNAH est à peu près au même pied que les ligues de hockey seniors régionales. Donc, ils sont en attente de savoir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Les municipalités, même chose. C'est souvent la fameuse phase 6 de Hockey Québec qui va faire foi de tout. Et en ce qui a trait aux subventions, la Ligue nord-américaine de hockey a une seule option, c'est de passer par le ministère des Finances. Et non pas par le ministère du Sport, parce qu'au niveau du ministère du Sport, on y va seulement par les sports qui sont reconnus par des fédérations. Alors, la Ligue nord-américaine et les ligues de hockey senior, on oublie ça, c'est pas fédéré du tout. Hey Bob, il reste une minute. Je vais en profiter pour t'en parler. Je sais que tu es prêt à en parler publiquement. Il t'est déjà arrivé des incidents par rapport à... On parle beaucoup de l'alcool au volant, avec le temps des fêtes qui s'en vient bientôt. Tu avais fait plusieurs sorties à la radio, même dans les journaux, que tu sensibilisais les gens parce que tu as été quelqu'un, malheureusement, qui a échoué l'alcotest. Puis tu as appris de tout ça. On te voit sur les médias sociaux avec tes photos, avec les bières sans alcool. Si tu avais un message à passer aux gens avec le temps des fêtes qui s'en vient rapidement, qu'est-ce que ça serait par rapport à la consommation d'alcool? C'est clair que, premièrement, la période des fêtes qu'on va vivre, de quelle façon on va la vivre, c'est une très, très bonne question. Mais peu importe, prenez le temps de réfléchir avant de prendre vos clés pour décider de prendre votre véhicule. Pensez-y, particulièrement si vous gagnez votre permis de conduire et votre gagne-pain, perdre votre permis de conduire demain matin, certains, vous allez garder votre job. Et l'autre point aussi, c'est qu'avec les conséquences maintenant au niveau de la loi, je n'ai pas tous les détails, là, avec les conséquences maintenant au niveau de la loi, par exemple, pour une première offense, c'est pas si tant pire, quoique c'est toujours une offense de trop. Et la deuxième offense, attention, c'est un kilomètre à vie dans votre auto. Bien, Bob, écoute, merci pour ce témoignage, entre autres. Je sais que ça fait réfléchir beaucoup de gens, ton histoire. On invite les gens à les lire. Je pense que c'était dans La Tribune qu'il y avait eu un article justement sur ton histoire où tu t'ouvrais aux journalistes. J'invite les gens à les lire, ça fait réfléchir.
Robert Legault, merci énormément d'avoir participé à l'émission. C'était rafraîchissant de te recevoir. Ça a fait du bien de faire une Macédoine sportive de différentes ligues au Québec. Puis, si on n'a pas l'occasion de se reparler, au nom de toute l'équipe de Sport Express, je te souhaite un merveilleux temps des fêtes. Merci, joyeuses fêtes à vous autres aussi. Et surtout, prenez soin de vous autres, faites attention et respectons les consignes pour qu'on puisse reprendre une certaine normalité et reprendre nos activités rapidement. Merci, Bob. Salut! Salut. On l'avait reçu à Sport Express l'année passée. Il s'en allait se battre en MMA, mais malheureusement, le combat avait été annulé. Mais il revient tout juste de Philadelphie où il a remporté une victoire expéditive en 14 secondes. Yohan Lainesse est avec nous. Salut, Yohan. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, super, merci. Parle-nous un petit peu, Yohan. La dernière fois qu'on s'est vu, tu t'en allais te battre dans la cage avec TKO. Malheureusement, le gala avait été annulé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Parle-nous un peu de ta carrière en arts martiaux mixtes. C'est vrai, c'est ça. Comme tu le dis, j'étais supposé aller combattre avec l'organisation TKO. Dans ce temps-là, j'étais supposé combattre contre Danny Mallette. Puis le show n'avait pas eu lieu. Puis depuis ce temps-là, l'organisation n'avait pas été capable de remettre sur pied des galas professionnels. Fait que j'ai été un bon bout de temps sans combattre, malheureusement, parce qu'ici, il n'y a pas de plateforme au Québec, au Canada, vraiment, qui sont disponibles pour les combattants professionnels. Fait que j'ai été quasiment un peu plus d'1 an sans combattre. Par contre, là, c'est ça, j'ai été en mesure de me trouver un agent ISS Fight Management, un gars de Montréal, qui m'a trouvé des combats dans l'organisation CFFC, Cage Fury Fighting Championship. Une organisation qui est très active, qui est affichée avec UFC Fight Pass. Ouais. Donc, qui a vraiment une belle visibilité. Puis c'est ça, j'ai fait mes 2 derniers combats. Ça va faire 2 combats en 5 mois que je fais avec eux. Ouais. Yohan, parle-nous un petit peu, malheureusement, de l'impact de la COVID sur ton sport. Là, on voit l'UFC, il n'y a pas personne. C'est dans des cages, c'est des islands qui appellent. Les gars se font tester. Parle-nous un petit peu, premièrement, lors de ton dernier combat qui était aux États-Unis. Est-ce que ça a été difficile, premièrement, de te rendre aux États-Unis? Puis comment ça fonctionnait rendu là-bas pour les tests, justement, à cause de la COVID? J'imagine qu'on ne vous lâche pas. Tu n'as pas passé juste un test? Non, clairement pas. En fait, j'ai passé un test ici, un dépistage COVID rendu ici. On a pris l'avion, ça s'est quand même bien passé. Rendu là-bas sur place, on a été retesté, moi et mon coach. On a été testé une fois en arrivant avec l'organisation. Puis par la suite, on est revenu, on a une quarantaine à faire. Puis on est retesté à notre retour ici pour être sûr un peu et tout. Là. De se battre dans une cage quand on s'entend, vous autres, les boxeurs, les combattants d'arts martiaux mixtes, vous êtes, si tu me permets le terme, vous êtes drivés par la foule. Hein? Quand on entend ton nom, Yohan White Lion Lainesse qui arrive dans l'octogone, je pense que c'est ça qui vous fait des feux d'artifice, qui vous motive au maximum. Là, d'avoir personne dans les gradins, comment on se prépare pour un combat comme ça quand on le sait qu'il va y avoir zéro ambiance? C'est sûr que la foule nous donne beaucoup d'énergie. C'est motivant, puis c'est encourageant d'entendre son nom, d'entendre les cris. Par contre, ça reste une bataille, un combat. L'instinct animal est présent, la guerre, c'est un art. Fait que moi, personnellement, qu'il y ait du monde dans les estrades ou non, c'est sûr que j'aime le fait qu'il y ait de la pression, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait dans le mouvement, dans l'amphithéâtre, ce que je me bats. Par contre, je suis tellement concentré, je suis tellement focus quand la cloche sonne que j'oublie vraiment tout le reste. Puis moi, j'aime bien l'aspect où il n'y a personne dû au fait que j'entends vraiment bien mes coachs. Ouais. C'est calme. Je connais mes directives. Souvent, quand on lance un coup puis on touche notre adversaire, la foule crie, on s'emporte, on veut en faire plus. Il y a vraiment... Tandis que mes 2 derniers combats,
pas beaucoup de monde, c'était très calme. J'ai vraiment aimé l'ambiance plus sereine, plus zen du combat. Mais clairement, j'aime ça avoir l'énergie de la foule. Là. Sens-tu que ça peut être un irritant pour l'adversaire et en plus un avantage pour toi? Tu es un Québécois, tu parles français avec ton coach dans l'octogone. Lui te parle en français, te dit quoi faire en français quand tu sais que l'autre comprend absolument rien. Est-ce que vous le voyez un peu comme un avantage au niveau de la préparation, ça? Clairement, parce que moi, je comprends quand même bien l'anglais. Fait que je vais comprendre ce que son coach va lui dire, tandis que moi, au niveau du français, je ne comprendrai pas. Par contre, à l'endos de la médaille, j'arrive là-bas, comme au dernier gala CFFC, il y avait 250 personnes qui avaient le droit d'être sur place. Donc, mon adversaire avait quelques supporters. Moi, je n'avais pas un chat. Fait que, c'est sûr que... Mais oui, comme tu dis, c'est un bon avantage que j'ai. Hey, je veux que tu me parles de ton combat. J'en ai parlé en introduction d'entrevue. Écoute, ça a duré 14 secondes, un chaos incroyable. Est-ce que c'est ce que tu avais visualisé, que tu étais pour commencer le combat comme ça? Oui. Je pourrais vous montrer mon plan de match sur papier. Je l'ai montré à plusieurs, même des élèves à moi, que je leur ai dit que j'allais commencer avec le genou à la volée, le flying knee comme ça. Quand je l'ai fait, ils m'ont dit que tu as vraiment fait ce que tu allais dire que tu allais faire. Fait que oui, je savais que mon adversaire, c'était un grinder qu'on appelle. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression, qui est toujours à l'avant, qui veut vraiment closer la distance, donc réduire la distance entre toi et la personne. Fait que je savais que quand la cloche allait sonner, il allait mettre beaucoup de pression. Par contre, quand il arrive pour faire un takedown, donc une amenée au sol pour te coller, il ne regardait pas en avant de lui. Puis à tous ses combats, il faisait ça. Il penchait sa tête sans regarder ce qui se passait en avant. J'ai regardé ses combats à maintes reprises, puis je savais que le coup de genou passait, que si j'étais capable de bien exécuter mon timing puis mon coup de genou, que ça allait passer. Puis la cloche a sonné, ça s'est passé vite. Il m'a mis de la pression. J'ai fait mes déplacements comme je devais faire pour avoir de l'espace nécessaire pour me positionner dans ma position. Puis c'est comme si tous les astres étaient alignés, tout s'est bien passé. J'ai fait mon coup de genou à la volée, je l'ai touché, ça s'est terminé là, 14 secondes. On sort de là pas trop magané, on est content. Hey, Yoann, j'ai vu des images de cette vidéo qu'on a vue là, et qu'on revoit à l'écran de ce chaos. Un peu partout, hein, ça a été partagé par plusieurs personnes. Est-ce que tu penses qu'un chaos de la sorte, on le sait que l'UFC, ça cherche ça, Dana White cherche des combattants spectaculaires. Je pense qu'au niveau d'une carte de visite de loin, j'imagine que ça a sûrement plu au UFC, ça. Ah, c'est sûr, c'est certain. Je dirais, le lendemain matin, j'étais sur UFC Fight Pass, sur ESPN. Sur leur show, j'ai été là, puis je suis dans les knockouts de l'année. Si c'est pas le plus beau knockout du mois d'octobre, je vois beaucoup mon vidéo tourner. Je suis fier de ça, je suis content, c'est sûr. Ça me motive à en faire encore plus. Puis, c'est sûr que selon moi, je suis dans la mire de l'UFC parce que 5-0, 4 victoires au premier round par KO. C'est sûr que mon CV devient intéressant. Là. Comment ça fonctionne pour franchir les différentes étapes comme ça dans le monde des arts martiaux mixtes? Là, est-ce qu'on peut considérer un petit peu, si on aime ça faire des comparaisons avec le hockey, est-ce que tu te considérais un peu présentement comme peut-être dans la Ligue américaine en attente d'avoir un essai dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on pourrait le comparer comme ça? Oui, clairement. C'est très bien expliqué. Justement, CFFC, c'est affilié avec l'UFC. Donc, c'est comme le club école un petit peu. Puis, tu sais, moi, j'ai 5 combats. J'ai 7 rounds d'expérience. Sur 5 combats, il y en a 4 qui ont fini au premier round. Puis, j'ai fait 3 rounds, décision unanime que j'ai gagné. Fait que, je considère que j'ai pas beaucoup d'expérience. Le talent, il est présent. Le travail, il est présent aussi. Je travaille extrêmement fort. Je ne m'assieds pas sur mes performances. C'est sûr qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi en ce moment. Des ceintures dans d'autres organisations, des combats avec l'organisation présentement. Il y a Contender Series qui est c'est pas une télé-réalité, mais c'est affiché avec UFC Fight Pass. C'est Dana White, le président, qui s'occupe de ça. Il repêche des combattants partout dans le monde, puis il les fait se combattre. Puis si les gars font un bon show ou offrent une belle performance, il leur donne un contrat avec l'UFC. Il y a The Ultimate Fighter, ça, c'est une télésérie, une télé-réalité qui revient en mars, que j'ai été approché aussi. Fait honnêtement, j'ai vraiment plein d'options. C'est à moi, je pense, de prendre le temps de faire les bonnes choses, à tête reposée, de prendre une bonne décision. Parce que, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, avec un KO et une performance comme ça,
ça serait facile pour moi de me garrocher à gauche puis à droite. Absolument. Hey, il reste 2 minutes à l'entrevue. Je veux que tu me parles un peu d'un autre gars de la Rive-Sud qu'on a déjà reçu ici à l'émission, Charles Jourdain, qui a re-signé en UFC, qui a eu quelques défaites, mais ses combats sont toujours spectaculaires. As-tu la chance de parler un peu ou peut-être même de t'entraîner avec Charles? En début de carrière amateur, je me suis entraîné pas mal avec Charles. Une belle éthique de travail. C'est un gars qui est inspirant. C'est le fun de voir un gars de notre coin qui est capable de se rendre où est-ce qu'il s'est rendu. Puis Charles, c'est un gars spectaculaire. Puis j'ai pas la chance de m'entraîner en ce moment avec lui, mais j'ai eu la chance dans mes débuts de travailler un petit peu avec lui. Là. Puis une autre, rapidement, on s'est connus grâce à elle, Corinne Laframboise, que vous entraîniez ensemble, partenaire d'entraînement aussi. Corinne qui est allée à l'autre bout du monde pour combattre, ça a un petit peu moins bien été. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. As-tu des nouvelles de Corinne? Comment elle va? Je pense qu'elle va bien. J'ai pas beaucoup de nouvelles. On s'entraîne plus bien ensemble. Je crois qu'elle a changé de gym. Par contre, c'est ça. Je pense qu'elle est une organisation à Abu Dhabi. Ouais. C'est ça, mais on s'entraîne plus beaucoup ensemble. Ah, Yohan, il reste 1 minute. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Là, tu parlais un petit peu que le téléphone sonne beaucoup ces temps-ci, peut-être plusieurs options sur la table. Tu vas prendre le temps d'analyser tout ça puis de faire une tête par la suite, c'est ça? Clairement, mais c'est sûr que j'aimerais ça recombattre éventuellement, peut-être, dans les 2-3 prochains mois. Puis, aller me chercher une ceinture professionnelle m'attire beaucoup. Sinon, c'est sûr que ça va être The Ultimate Fighter ou The Contender Series. Mais une chose est sûre, d'ici 2 ans, je vais être à l'UFC. Ben écoute, on va continuer à te suivre. Tu avais été un coup de cœur lors de ta première présence à l'émission. On aime ça, suivre tes exploits. Je te l'ai dit hors d'onde tantôt, j'ai été très impressionné de ta performance. C'était spectaculaire de voir ça. Puis surtout que ça vienne d'un gars de notre coin, c'est encore plus une fierté de voir un Québécois qui performe comme ça. Alors, écoute, Yohan, je te souhaite un bon temps des fêtes. On est déjà rendu là. On ne se reparlera pas d'ici le temps des fêtes. Puis, au plaisir de te reparler lorsqu'il y aura d'autres avancements dans ta belle carrière en tant que combattant. Hey, merci beaucoup à vous autres. Puis, bonne journée, bon temps des fêtes. Salut. Salut. Allez, merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la plongeuse de haute voltige Lisanne Richard et le rédacteur en chef de Hockey le magazine Simon Bédard. Salut tout le monde!